Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 11. On fera également la présentation de l'étape numéro 12 de ce Tour d'Espagne. Étape qui va être intéressante, là aussi. Difficile de pronostiquer qui peut s'imposer, ça devrait nous donner une course de mouvement, je pense. Étape numéro 11 où il s'est passé pas mal de choses dans le final, on reviendra sur tout ça, étape qui a été quand même assez animée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. N'hésitez pas également quand vous vous abonnez, vous pouvez mettre, ça c'est pas obligatoire, la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Là c'est vraiment une question de confort. Après je ne sais pas si ça améliore ma visibilité par rapport à l'algorithme de YouTube, mais il est tellement bien fichu cet algorithme de YouTube qu'en fait on ne sait pas comment il marche. Il est partout comme ça. Bon, on commence avec le débrief de cette étape numéro 11, étape qui a été intéressante, finale animée, étape qui n'a pas vraiment débranché toute la journée, un grand numéro encore de Kort Nielsen, un Roglic qui a encore fait rouler énormément son équipe. On verra si c'est, pour moi c'est un coup d'épée dans l'eau, mais on verra si ça aura des conséquences sur la suite de la course. Et puis des Français qui ont plutôt été présents dans le final de cette étape. Eh bien on commence tout de suite par le bilan des Bleus. Je pense que cette vidéo sera courte. À chaque fois je dis ça, normalement ça finit avec 20 minutes de vidéo. Mais là, sur cette étape-là, il n'y a pas non plus 150 choses à dire. Je commence avec les Bleus, du côté des Bleus. Je commence avec Romain Bardet. Du côté de Romain Bardet, plutôt une belle étape. Il finit 6e de la journée, Romain Bardet. Donc ça veut dire que les jambes commencent à être de nouveau bonnes. Pour Romain, on rappelle, qui est tombé en début de Vuelta. On a dû lui remettre le genou dans l'axe. Donc pas forcément une situation idéal pour le français. C'était un petit peu compliqué quand même, mais je trouve qu'il a fait plutôt une belle performance. Il y avait vraiment les jambes étaient bonnes. Voilà, les jambes étaient bonnes pour Romain Bardet. Il y a eu vraiment une très très belle course de la part du français, donc chapeau. Il finit donc 6e de cette étape dans le groupe Adam Yates, Jack Haig, donc voilà, avec vraiment les meilleurs, en sachant qu'il aime pas forcément les montées seules comme ça, très sèches. C'est pas un puncher, Romain Bardet, c'est un grimpeur. Je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est une belle performance et ça va lui permettre de prendre de la confiance. Bon, pour l'étape de demain, faudra voir, mais je pense qu'il faut mieux rester dans l'étape d'aujourd'hui, il faut mieux rester dans le peloton. Demain c'est un sprint. Samedi, je ne connais pas le profil de l'étape. Ça pourrait peut-être plus lui convenir la fin de semaine, surtout la semaine prochaine, il y aura énormément de montagnes. Pardon, je continue avec Guillaume Martin, le coureur de la Cofidis. Guillaume, belle étape aujourd'hui également de Guillaume Martin qui finit 11e. J'avais l'impression en plus qu'il était quand même plus frais, me semble-t-il, plus performant que Hot Christian Getking. Je rappelle, il y a 58 secondes entre les deux. Hot Christian Getking, j'avais l'impression hier qu'il avait du mal, quoi. Après, bon, ça peut se comprendre aussi, l'étape de la veille, gros effort physique. Lui, en plus, il a bien carburé dans le final, peut-être plus que Guillaume Martin. Parce qu'il y avait quand même 30 secondes d'écart entre les deux à l'arrivée. Donc ça a peut-être été compliqué à gérer pour Hot Christian King. Mais je chantais, notamment dans le col de deuxième catégorie, que Hot Christian King était vraiment limite de rupture. À Guillaume Martin, il me paraissait un peu mieux lorsque ça roulait fort. Faudra voir demain. Lui, il a dit en interview, je viens de voir ça sur Cyclisme Actu, que c'était plutôt rassurant par rapport à son état de forme, Guillaume Martin. Peut-être que la situation s'améliore. Moi, j'avais l'impression qu'il a commencé la Vuelta fatigué. C'était peut-être pas fatigué, c'était peut-être juste en manque de conditions physiques. Parce que je rappelle, il y a eu le décalage horaire post-Jeux Olympiques. Lui, il n'a pas fait de pause. Il a fait Tour de France, Jeux Olympiques. Il était dans l'avion le soir même. Donc, ça peut être un petit peu compliqué à gérer aussi. Mais il a pu rentrer assez vite, vu qu'il ne faisait pas le contre-la-montre. Et après, il y a eu le décalage horaire, il faut s'en remettre. Voilà, il y a 7 heures de décalage horaire avec le Japon. Donc peut-être que pendant 3-4 jours, il n'a pas pu s'entraîner, le temps de bien récupérer. Donc voilà, ce qui fait qu'il est un petit peu en difficulté sur un début de Volta. Et peut-être que là, à partir de maintenant, la condition physique sera meilleure et qu'il arrivera à être plus performant. C'est ce que je lui souhaite, Guillaume Martin, parce que il peut en claquer une. Je pense, Guillaume Martin, il y a la possibilité, vu ce qu'il a montré quand même sur le Tour de France.
le français, claquer une étape, ça serait peut-être pas mal pour lui. Attaque de Marlou! On passe aux coureurs au top. Du côté des coureurs au top, je vais commencer avec Enric Mas. Pourquoi Enric Mas? Parce que je ne m'attendais pas, quand Roglic a attaqué, à ce que Enric Mas arrive à suivre aussi bien. Roglic, on connaît quand même un petit peu son punch. C'est pas Pogačar, c'est pas Julien Lafilippe, mais c'est quand même un coureur qui a déjà gagné. Je rappelle quand même Liège-Bastogne-Liège. C'est un coureur qui a cette capacité quand même à changer de rythme en puissance. Un coureur qui a quand même pas mal de puissance. Et Enric Mas, pour moi, c'est un grimpeur pur. Et je m'attendais pas sur une arrivée comme ça aussi pentu, voilà, avec 23-24%, c'était quand même le mur de 8, grosso modo, cette arrivée, à ce que Enric Mas arrive à suivre aussi bien Roglic, parce que même s'il ne gagne pas l'étape, au final, Enric Mas, hier, il a perdu 3 secondes. Seulement 3 secondes. Donc ça montre déjà que Enric Mas est en très très grande forme, mais surtout que Roglic, pour l'instant, n'a toujours pas fait l'écart. Et je dirais même avec Miguel André Lopez, il n'y a que 5 secondes. Et il finit quand même devant Miguel André Lopez, aussi Enric Mas. Je m'attendais à ce que Lopez soit devant Enric Mas. Donc ça montre également que les Movistar sont quand même en forme, parce que Roglic, pour l'instant, il a 35 secondes d'avance sur Enric Mas. Et il a 2 minutes à peu près dans une grosse minute 30 sur Miguel André Lopez. J'ai envie de dire que pour le moment, Roglic n'est toujours pas en sécurité. Il y a toujours un écart assez faible au niveau du classement général. C'est un peu plus pour les autres concurrents, mais pour l'instant, il s'en sort très très bien. Et Roglic, il va falloir qu'il se méfie. Je ferai pareil avec Jack Haig. Jack Haig, encore moins. Je m'attendais encore moins à ce qu'il soit performant, Jack Haig. Grimpeur pur, il ne perd que 7 secondes hier, Jack Haig. Il est dans le groupe Adam Yates, Romain Bardet, Gross-Schartner, Vlasov. Donc belle perf également de Jack Haig, l'Australien, qui fait pour le moment un très bon Tour d'Espagne. C'est un coureur qui, on rappelle, était plutôt prévu normalement pour aller sur le Tour de France, sauf qu'il a abandonné au bout de 3 jours dans la fameuse chute de Pontivy. Donc il est revenu là sur le Tour d'Espagne sans avoir couru avant, mais il est vraiment de mieux en mieux. Là, les jambes sont bonnes. Il est encore frais, 49 jours de course, surtout très peu depuis le mois de juillet. Donc voilà, c'est vraiment un coureur qui est en bonne condition physique. Il était déjà bien sur le Tour de France. Je rappelle, il avait fait 4e de la première étape, 10e de la deuxième étape à Mur de Bretagne. Donc les jambes sont plutôt bonnes pour Jack Haig. Et oui, donc j'aurais dû me méfier parce que 10e à Mur de Bretagne, c'est-à-dire qu'il a des qualités de puncher. Jack Haig, 17e et 19e de la Flèche Wallonne et de Liège-Bastogne-Liège aussi. Donc c'est un coureur qui est intéressant, Jack Haig, et je pense que c'est un peu le coureur sur lequel il faudra compter dans cette 3e semaine, surtout avec une équipe comme la Bahreïn Victorious, qui est quand même une équipe très très solide sur cette course. Et puis je termine avec Caruso, déjà chez Bahreïn, qui a aussi fait la bonne opération du jour en passant au niveau du classement de la montagne. Désormais il a 9 points d'avance sur Romain Bardet. Et puis je passe désormais à Magnus Cort Nielsen. Ça a failli marcher. Ça aurait été quand même, imaginons, ça aurait été incroyable, 2 fois dans le même grand tour que ça fonctionne, ça aurait été dingue. Mais complètement dingue, vraiment. Il a fait le maximum après Magnus Cort Nielsen. Il en manque un petit peu, mais ça reste un très bon coureur. Je me dis même, quand je vois aujourd'hui Cort Nielsen, je me dis, c'est incroyable qu'il n'ait pas un meilleur palmarès sur les courses, sur les classiques ardennaises ou même sur les classiques italiennes de fin de saison, parce que quand on voit son profil, ce qu'il est capable de faire là sur une étape où il y avait quand même 2600 mètres de dénivelé positif sur seulement 130 km, donc c'était quand même une étape sacrément chargée, même sur les phases de plat, c'était pas tout plat du tout, c'était bien mal plat dans cette étape. Il a quand même été très performant, Cort Nielsen, chapeau pour le Danois, parce que faire 2 fois quasiment la même chose à 6 ou 7 jours d'intervalle, vraiment très très beau travail de la part de Magnus Cort Nielsen, et j'attends de continuer à le voir sur la suite de ce Tour d'Espagne. Est-ce qu'en 3e semaine il se mettra encore en avant?
Après, physiquement, là, je pense qu'il a pas mal, il s'est pas mal cramé quand même hier. Il a fini totalement en zigzagant, sans force, le coureur danois, ce qui montre cette capacité quand même à se dépasser et à réussir à vraiment. Voilà, il finit à 49 secondes hier, Magnus Cort Nielsen, cette capacité à se dépasser et à aller à des zones de douleur qui sont quand même assez incroyables. Je rappelle qu'à Molina d'Aragon, il avait déjà fini 3e lors de l'étape 4, donc c'est quand même une très très bonne Vuelta pour lui, pour le moment, pour le coureur danois. Mais c'est vrai que quand on regarde, voilà, il a fait 39e de l'Amstel. Il n'a pas fait la Flèche Wallonne, mais je crois que sur la Flèche Wallonne, ça me dit rien qu'il ait été excellent sur la Flèche Wallonne dans sa carrière. Là, je regarde, oui. Oui, non, il a fait 8e dans Milan-San Remo. Oui, ses meilleures performances, c'est sur Milan-San Remo. Mais il a jamais fait même la Flèche Wallonne et le Tour des Flandres et le Liège-Bastogne-Liège. Il a fait que le Tour de Flandre, mais il a jamais fait ces deux classiques-là. Donc ça semble assez exceptionnel, mais il faudra faire quand même attention à lui au mois d'octobre pour Paris-Roubaix, vu la forme qu'il tient en ce moment, et même du côté de l'Italie pour les championnats d'Europe qui auront lieu juste après cette Vuelta, il me semble. On passe au bonnet d'âne. Je commence avec Roglic. Beaucoup d'efforts pour, au final, pas grand-chose. Alors certes, il remporte l'étape. Bon, il voulait remporter l'étape, ok, super. Il a quand même fait rouler son équipe pendant toute la journée pour 3 secondes en général. Pour moi, ça fait depuis 2 jours là, qu'il court vraiment pas bien, Roglic. Alors certes, il voulait gagner cette étape-là, bon ok, super. Pour moi, c'est pas une arrivée, enfin c'est une arrivée de qualité, hein, mais c'est peut-être pas si iconique que ça non plus. Il a fait rouler vraiment son équipe pendant 3 heures de course, rouler très très fort. Est-ce qu'il y avait un intérêt tant que ça d'utiliser autant d'équipés pour cette étape-là? Parce que je peux vous dire que Gesink, il s'est bien cramé, que les autres coureurs chez Jumbo aussi. Hein. Je pense à... Quoi, je retrouve les noms. Oui, à Bouman, qui a aussi énormément roulé. C'est surprenant, quoi, de mettre autant d'énergie pour prendre 3 secondes. Et déjà la veille, il attaque dans la côte. Moi, je pense que là, il est en train il fait beaucoup d'erreurs. J'ai peur que ça lui coûte en dernière semaine s'il se retrouve en difficulté, que les équipiers soient cramés. Je suis pas sûr de l'intérêt pour le moment de faire ce genre de tentative sur une étape qui s'est quand même courue à quasiment 42 de moyenne. Ouais, j'ai pas trop compris l'intérêt de la part de Roglic d'attaquer, surtout de faire rouler ses équipiers aussi longtemps. Donc pour moi, c'est un flop. Matthews, c'était trop dur pour Matthews. J'ai quand même été un peu surpris que Matthews roule sur cette étape-là. Parce qu'il finit donc 23e, il finit juste devant Cort Nielsen au final. Il a fait rouler également énormément son équipe. Et du côté de Matthews, pour moi c'était beaucoup trop pentu et surtout beaucoup trop proche de l'arrivée. Michael Matthews, je veux pas être méchant, mais sur la Flèche Wallonne, il n'a jamais fait de grands résultats non plus. Donc c'est bizarre. C'est bizarre d'avoir autant fait rouler son équipe alors que pour moi les possibilités de victoire pour Matthews étaient assez faibles sur ce type de parcours. Donc là aussi assez surpris par le coureur australien du côté de la Bike Exchange. Et puis je terminerai rapidement avec Fabio Aru, qui est le seul du top 20 en fait à avoir vraiment perdu du temps hier. Fabio Aru, qui est maintenant même 21e au classement général, 18 minutes 50. Vous pouvez voir les 35 premiers du classement général dans la description. Les autres, ça passe plus après au niveau de la fiche descriptive. Et on peut voir quand même que c'est compliqué pour Fabio Aru. Je pense qu'il était très motivé par cette Vuelta, parce que dernière course normalement de sa carrière, enfin dernier grand tour de sa carrière. Et puis là, ça se gâte un peu pour le coureur italien. Alors est-ce qu'il a perdu du temps pour pouvoir partir en échappée? Peut-être. Mais bon, c'est pas très rassurant pour la fin de cette course, surtout qu'on sait que c'est quand même un coureur qui a souvent du mal désormais en 3e semaine. Bon, l'étape de demain, étape numéro 12.
Enfin, étape d'aujourd'hui, plutôt. À chaque fois, je dis étape de demain, alors que je fais la vidéo le matin. On part de Raen pour aller du côté de Cordoba. Moi, je dirais, c'est un circuit du côté de Cordoba. Bon, moi, je tenterai l'échappée. Je tenterai les baroudeurs. Il y aura donc un sprint inter dans Cordoba. On passera 3 fois par la ligne d'arrivée. Une première fois kilomètre 105.5, donc à 70 bornes de l'arrivée. Une deuxième fois à trentaine de kilomètres. Et le circuit, par contre, sera différent pour ces 2 boucles. On passera une fois par l'Alto de San Geronimo, 13 km 2 à 3,3% de moyenne, côte de 3e catégorie. En sachant que c'est surtout les 5 premiers kilomètres qui sont difficiles. Et puis, on aura l'Alto d'Al 14%. C'est comme ça qu'il s'appelle. À vérifier quand même, au kilomètre 156, c'est-à-dire à 20 bornes de l'arrivée. Après, pour moi, ça semble plus parti pour une échappée parce qu'un leader qui partirait en attaque, bon, à part si Roglic, mais si Roglic fait ça, c'est-à-dire qu'il court vraiment mal, je pense que ça sera plutôt pour un coureur échappé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, donc on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao.